Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez bien été donc intégrés dans notre dans notre salle de Zoom. Bienvenue dans cette discussion organisée par le Consulat général de France à Amsterdam avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pays-Bas et l'organisation Work in the City. Cet événement sera enregistré et pourra donc être retrouvé sur notre site internet si vous souhaitez le voir en replay. Je suis donc Marie-Philippe, je suis consul générale de France depuis quelques mois à Amsterdam, et puis toute l'équipe du consulat a souhaité marquer un peu ce moment spécial de promotion des droits des femmes, qui nous engage aussi bien sûr tout le reste de l'année, hein. Mais avec en tout cas un focus aujourd'hui exceptionnel, avec une discussion que l'on souhaite à la fois informelle et chaleureuse, pour vous écouter et puis surtout pour mettre en valeur des femmes qui tous les jours inspirent leurs équipes et puis montrent que le changement est possible. Alors une toute petite parenthèse technique, comme vous le savez, pour les exercices Zoom, vérifiez bien toutes, sauf nos panélistes, que vos micros sont bien coupés. Si ça n'est pas le cas, je pense que ça l'est pour vous toutes. Nous sommes en tout cas très heureuses et très heureux d'accueillir donc Sylvie Cranen, Corinne Vigreux, Florence Kounen et Anne Gélébar. Bonjour à toutes. On va dans un instant dresser votre parcours. Mais avant cela, pour ma part, je voulais juste dire un petit mot d'introduction à notre conférence sur ce qu'est la défense des droits des femmes, qui suscite une grande mobilisation à la fois publique et privée, et puis ce que sont les enjeux et combats d'aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important? Vous le savez, la diplomatie féministe, c'est une grande priorité de ce quinquennat. Le ministère des Affaires étrangères, dont je suis issue, vient d'adopter son plan d'action 2021-2024 pour l'égalité professionnelle, qui prévoit notamment, justement, de continuer à augmenter le nombre de femmes aux fonctions d'encadrement et puis de sensibiliser chacun des agents et de les former aux questions de genre. Mais vous le savez aussi, il reste encore quand même beaucoup de chemin à parcourir pour que les femmes prennent pleinement leur place dans l'entreprise et dans les lieux de décision pour aboutir à l'égalité réelle. Deux exemples un peu à l'appui de cela. Le taux moyen, par exemple, de féminisation des conseils d'administration, il est aujourd'hui d'environ 24%. Donc, oui, c'est moins d'un quart. Le 21 seulement, je crois, des startups en France sont aujourd'hui fondées par des femmes. Et pourtant, on sait que les femmes, elles ont été aux avant-postes de la crise sanitaire, puisque elles représentent dans le monde entier près de 70% du personnel soignant dans le monde. Et on le sait, le confinement a accru les problèmes et les questions de violence domestique qui touchent majoritairement des femmes et des enfants. On y avait d'ailleurs consacré un webinaire au consulat général dans le courant du mois d'octobre, que vous pouvez aussi retrouver en ligne. Tout ça pour vous dire en introduction que les inégalités entre les femmes et les hommes, malheureusement, elles perdurent bien sûr encore partout dans le monde et s'aggravent dans certains cas. Et c'est pourquoi cette thématique de l'égalité, elle nous concerne toutes et toutes, d'où le thème de ce soir, femmes engagées, vouloir tout réussir. Alors un tout petit mot sur le choix de ce thème, c'est bien sûr pas du tout une exhortation à forcément avoir de l'ambition, à forcément vouloir faire feu de tout bois, mais plutôt la demande d'un possible. C'est-à-dire qu'on a le droit, en tant que femme, de vouloir développer notre carrière et avoir une vie familiale épanouie, ou de ne pas avoir envie de l'un ou de l'autre et de se concentrer que sur l'un des deux ou sur ce qui nous correspond. En tout cas, c'était pour nous le souhait, en tout cas la mise en valeur, d'avoir le choix, sans devoir arbitrer en permanence entre tel et tel objectif, ce qui est encore plus difficile, et vous ne me contredirez pas, je pense, mesdames, à mener en cas d'expatriation. On repart en plus un petit peu de zéro. Alors, comment faire avancer l'égalité? C'est l'avocate féministe Gisèle Halimi, que vous connaissez peut-être, qui nous a quittés en juillet dernier, disait « Ne vous résignez jamais ». Alors, c'est un petit peu un leitmotiv. Les femmes ont clairement encore sans doute une grande histoire à écrire, et chacune, à son échelle, peut relever le défi. Et ça me fait une transition parfaite, justement, pour laisser la parole à Emmanuelle Ornon, de l'équipe du consulat, qui va vous présenter un petit peu le parcours en quelques minutes des intervenantes de ce soir qui nous font l'honneur
de nous rejoindre et qui, chacune dans leur domaine, incarnent un bel exemple voilà, de résilience, de talent et d'espoir. Donc, merci à toutes les quatre d'être avec nous. Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci. Alors, sans tarder et assez rapidement, ce sont des parcours très riches, donc c'est très, très résumé pour passer dans notre petit timing. On commence par Corinne Vigreux. Vous êtes chef d'entreprise et entrepreneur française, originaire de Lyon. Vous avez cofondé aux Pays-Bas l'entreprise de géolocalisation TomTom, dont vous êtes actuellement Chief Marketing Officer. Vous avez fondé Codam, une école de codage à but non lucratif, membre du réseau École 42. Vous êtes aussi présidente de TechLeap, membre du conseil d'administration du Dutch National Opera Ballet et présidente de la fondation philanthropique Sophronie. Vous avez été élue parmi les 50 meilleures femmes au monde dans le domaine de la technologie au classement Forbes, nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2012 et officier de la Orde van Oranje-Nassau en 2016. Et ce ne sont même pas vos seules réussites puisque vous êtes mariée, mère de 2 enfants. Anne Gélébar, vous aussi, vous avez un parcours très riche également. Vous vouliez être médecin, puis vous avez finalement opté pour une école de commerce et travaillé pendant 14 ans en supply chain, notamment pour Danone, puis Starbucks. Vous avez vécu à Madrid et à Londres avant de lancer en 2015 une transition de carrière pour devenir coach de vie et de carrière ici à Amsterdam. Avec votre certification en 2017, vous avez à votre actif 700 heures d'expérience en coaching. Vous animez avec 2 autres membres l'organisation Work in the City, un réseau féminin francophone d'entraide professionnelle de plus de 600 membres qui existe depuis plus de 15 ans. Vous organisez des événements, alors normalement présentiels, en ce moment plutôt en ligne, qui permettent à vos membres de présenter leur activité, de consolider leur réseau, ce qui aide à créer un lien de solidarité et souvent même d'amitié et à trouver des opportunités d'emploi ou de développement. Vous avez également 2 enfants et vous êtes enfin professeur de pilates au cas où il vous reste quelques heures creuses. Florence Kounen, vous évoluez depuis 20 ans dans le secteur de l'audit financier et la banque d'investissement. Après 6 années chez KPMG, vous avez rejoint la Société Générale au sein de la direction financière de la banque d'investissement en 2007. Vous avez occupé différents postes de contrôle financier, puis responsable mondial de la certification des comptes et du contrôle financier pour la banque d'investissement du groupe Société Générale en 2013. En 2015, vous êtes devenue directrice financière de Société Générale Canada. Et après 4 années à Montréal, vous avez rejoint la Société Générale Pays-Bas en juillet 2019 au poste de chef des opérations et des finances. Vous vivez donc à Amsterdam depuis l'été 2019 avec votre famille, puisque vous êtes une Française mariée à un Néerlandais et mère également de 2 enfants. Sylvie Kranen, alors vous êtes directrice de la CCI France-Pays-Bas, donc la Chambre de commerce et d'industrie France-Pays-Bas. Vous êtes néerlandaise, francophone et francophile. Vous avez étudié le français comme langue principale pendant vos études et pu passer du temps en France avant d'orienter votre carrière dans le secteur du recrutement aux Pays-Bas. Cela vous a permis de consolider votre réseau francophone dans la communauté d'affaires franco-néerlandaise. Vous avez été General Manager chez Unique Multilingual pendant 7 ans, avant de devenir directrice générale de la CCI France-Pays-Bas en 2019. Et enfin, pour animer notre discussion, notre consul général, Marie-Philippe, diplomate de carrière. Donc, après avoir travaillé dans le secteur privé et pour l'Agence française de développement, vous êtes entrée au ministère des Affaires étrangères et avez travaillé notamment sur l'aide au développement, le continent africain et le Moyen-Orient, dont le conflit israélo-palestinien. Vous avez passé 4 ans à la représentation française auprès des Nations Unies. Vous négociez au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie et l'Irak. Vous avez aussi une expérience en cabinet en rejoignant la cellule diplomatique auprès du président de la République sur la zone Moyen-Orient et travaillé sur l'organisation du sommet Afrique-France.
Vous êtes aujourd'hui consul général de France à Amsterdam depuis octobre 2020. Et à 37 ans, vous êtes a priori la plus jeune consul générale de tout le réseau consulaire français. Voici donc notre panel de ce soir, de la tech au recrutement, la finance, le coaching, la diplomatie, le secteur public et privé, les organisations, associations. Donc on se réjouit d'avoir ce spectre de profils et des panélistes prêts à partager leurs expériences, leurs ressentis aussi sur la place des femmes, notamment des femmes expatriées dans vos domaines. Je modérerai donc les questions qui me seront posées sur le chat. Donc, n'hésitez pas pendant les discussions à éventuellement poser des questions sur le chat que je garderai, je recenserai, synthétiserai pour la fin de la discussion. À plus tard. Merci beaucoup, Emmanuel. Et bon, on va sans plus attendre ouvrir notre discussion avec notre premier thème de la soirée qui va être consacré justement aux constructions de carrière parfois semées d'embûches. Il y a dans certains secteurs d'activité qui bougent dans l'économie du monde demain parfois encore des pratiques un petit peu d'hier. Et donc, quelles sont les recettes qui permettent un peu d'inverser la tendance? Je vais commencer par me tourner naturellement vers Corinne Vigreux. Puisque on l'a vu, hein, malgré les progrès de ces dernières années, les chiffres hommes-femmes dans l'univers professionnel sont encore loin d'être paritaires. Et pourtant, vous y êtes arrivé. Votre parcours parle de lui-même. Et Emmanuel le disait, vous avez été élue parmi les 50 meilleures femmes au monde dans le domaine de la tech par le magazine Forbes. Donc, ma première question à vous, dans notre discussion informelle, chère Corinne, c'est comment est-ce qu'on arrive à fonder une entreprise qui réalise des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires? Comment est-ce que vous avez bâti, vous, ce parcours qui vous a propulsé à ce niveau de réussite? Est-ce que c'est la détermination, les rencontres, les prises de risques? Dites-nous un petit peu quelles ont été vos recettes pour vous hisser au sommet. Déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on planifie quand on est petit en disant quand je serai grande, je serai chef d'entreprise, entrepreneuse. D'abord, c'est pas du tout. En fait, je suis un peu tombée dedans par hasard. Je suis lyonnaise, j'ai fait une école de commerce et comme tout, au moment où on essaie de trouver un stage. Et puis bon, comme elle est là, à l'époque, 17, 18 ans, 19 ans peut-être, j'avais un petit copain qui travaillait dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Infogrames à Lyon. Et donc, je venais pas d'un milieu où j'avais énormément de contacts. Et donc, j'avais demandé à mon petit copain, tu n'aurais pas un stage que pour mon école de commerce? Il me dit, bah, écoute, chez Infogrames, justement, on cherche quelqu'un. C'était la fameuse société de jeux vidéo que vous devez connaître, qui est devenue Atari, qui est devenue, mais à l'époque, était toute petite, qui était basée à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Et donc, en 86, il me recrute et au bout de 3 jours, je travaillais pour un gars qui s'appelait Thomas Schmider, qui est devenu, qui a fait après carrière dans le foot et qui m'a dit écoute, on vient de monter une boîte à Londres avec des Anglais, on n'est pas trop sûr, pourquoi est-ce que tu pars pas? Et donc, j'avais une vingtaine d'années, c'était mon stage de fin d'année, je rentrais d'Allemagne, j'étais rentrée depuis 15 jours, et j'ai fait mes clics et mes claques, et je me suis retrouvée à Oxford Street, à Londres, sans parler vraiment un mot d'anglais, je venais de passer 6 mois en Allemagne, et là, je me suis retrouvée avec une petite équipe et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, sans vraiment planifier. Ensuite, la petite équipe, je trouvais que c'était un peu petit. Donc, dans le jeu vidéo, j'avais envoyé mon CV à plein de sociétés qui étaient basées à Londres. Et là, je me suis retrouvée à une société qui s'appelait Psion. Et là, à nouveau, c'est serendipity parce que, en fait, je voulais travailler dans le fromage et dans le vin. Donc, on n'y est pas du tout. Et je me suis retrouvée dans la tech par hasard. Et donc, chez Psion, qui était précurseur, Psion était, vous vous rappelez peut-être, vous êtes tous un peu jeunes, mais à l'époque, on avait des produits qui s'appelaient des PDA, des Personal Digital Assistant, et qui était le précurseur du téléphone mobile, en fait, sans connexion. Et là, je me retrouve, alors j'avais fait une école de commerce internationale, et là, je me retrouve avec le job du siècle, en fait, et je me retrouve responsable export. Responsable export dans une boîte, mon boss était écossais, et en tant que jeune femme, je vais avoir 22, 23 ans, ils m'ont donné la possibilité de monter un réseau à l'international, et j'ai donc voyagé toute seule, partout en Europe au départ. Alors, ils m'ont donné des petits pays. Le premier pays qu'ils m'ont donné, c'était le Maroc.
Et donc, j'ai démarré avec le bassin méditerranéen, donc le Maroc, la Turquie, Israël. Et puis ensuite, ils me faisaient confiance, ils m'ont donné des plus gros pays. Je me retrouvais avec la France, les pays scandinaves, etc. Et donc, et on était au moment où l'Europe de l'Est se s'ouvrait. Et donc, je me suis retrouvée dans une position extraordinaire où, en tant que jeune femme, cette boîte de tech m'a fait confiance et m'a permis de voyager et de prendre des risques un peu toute seule et de participer à l'ouverture des pays d'Europe de l'Est et où nos produits étaient utilisés pour les premières, par exemple, premières élections en Hongrie en 91, 90. Donc voilà, donc je me retrouve dans ce milieu-là et là, en fait, pour être honnête, les dirigeants de l'entreprise se moquaient très peu d'où vous veniez ou vous étiez une femme ou un homme à partir du moment où vous remplissiez, vous faisiez du chiffre, vous étiez bonne dans votre travail, ça suffisait. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée. Et puis là, j'ai rencontré mon mari. J'ai décidé de venir en Hollande en me disant, voilà, je vais finalement pouvoir travailler dans le fromage. Je suis donc allée travailler pour Campina Melkuni à Tilburg. Et là, je me suis aperçue que malheureusement, l'époque du fromage et du vin, c'était fini et que le bug, c'était la tech. Et la tech, pourquoi? C'était parce que il y avait de l'innovation, c'était rapide, on faisait des choses qui n'avaient pas été faites avant, etc. Et là, je me suis retrouvée on a monté en fait, TomTom, qui s'appelait Palm Top Software à l'époque, à 4. Et on faisait du logiciel pour Psion, des logiciels, en fait, pour ces petits PDA. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'on va y passer la nuit, mais voilà. Donc, c'est comme ça que je me retrouvais dans la tech avec 4 personnes et on ne planifie pas de se retrouver un jour à la tête d'une boîte de 5000 personnes, de créer une… C'est toute une histoire. Alors, ce qui détermine, c'est cette volonté c'est serendipity, c'est de trouver des opportunités, de continuer à avancer, en fait, avec une vision qu'on avait à l'époque, qu'on a toujours d'ailleurs chez TomTom. Voilà. Donc, pas vraiment de feuille de route particulièrement bien. Mais moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment en fait passionnant dans votre parcours, c'est qu'à vous entendre, on sent que vous avez, depuis le début de votre carrière, saisi les opportunités, en fait. Vous étiez parti dans des secteurs initialement totalement différents. Et puis, justement, sans vous mettre des bâtons dans les roues, des barrières, vous-même sans vous restreindre, vous vous êtes dit, mais oui, ce poste, il est fait pour moi. Voilà, il n'y aura pas une autre personne qui le mériterait davantage. Ce que les femmes peuvent avoir tendance à faire, on le sait, à se dire qu'elles n'ont pas les bonnes ressources, pas les bons outils, que ce n'est pas la bonne voie, que ce n'était pas prévu. Vous y êtes allé à fond, je pense, en pensant toujours que tout est possible et c'est là que vous avez percé et crevé l'écran. Donc non, c'est un témoignage que je trouve très intéressant. J'ai une autre, si on déroule encore un petit peu le fil, est-ce que… qu'est-ce qui vous a, justement, dans l'élaboration de votre parcours, un peu donné confiance tout au long de votre carrière? Vous avez, comme vous dites, un peu fait comme ça au fil de l'eau. Est-ce que c'était de travailler dur, je l'imagine? Est-ce que c'était aussi d'être bien entouré, de garder un équilibre? Est-ce que vous avez eu un peu des bottes secrètes pour petit à petit, encore une fois, vous hisser à la tête de l'entreprise que vous avez montée? Je crois que, surtout au début de ma carrière, j'ai toujours pensé que j'avais rien à perdre. Je me suis toujours dit, de toute façon, Tessera, qu'est-ce qui peut être le pire qui t'arrive? Tu te retrouves au chat. Alors, j'avais quand même un emprunt étudiant à rembourser. Et puis, à l'époque, je suis partie à Londres. C'est le moment où la livre s'est écroulée par rapport au franc. Bon, ça n'a pas été facile. Mais j'avais toujours travaillé. Je donnais des cours. J'avais été serveuse à Berlin dans un bar quand j'étais étudiante. Je me suis dit, de toute façon, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Que je trouve autre chose. Donc, j'ai jamais eu vraiment la peur et pourtant, quand je suis rentrée sur le marché du travail en 86, il y avait un taux de chômage énorme. Oui, je pense que j'avais, bon, de par ma nature, j'ai confiance en moi. Je veux pas revenir sur mon enfance, mais j'ai quand même eu pas mal de choses à gérer, donc une certaine résilience. Et puis, oui, je me suis jamais posé trop de questions en fait. Et toujours disant, bon allez, tu vas essayer. Qu'est-ce qui peut se passer de pire?
Et je dis souvent ça aux jeunes femmes, surtout en début de carrière, essayez, ne restez pas trop longtemps dans des postes qui vous déplaisent ou avec des gens qui vous déplaisent surtout. C'est pas souvent le poste, mais de travailler pour des gens qui vous respectent pas ou que vous ne respectez pas. Il y a des choses quand même, ou des choix qu'on peut faire. Et en début de carrière, il faut faire les bons choix parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces choix de début de carrière vont orienter quand même en grande partie l'endroit où on va finir. Et puis l'autre chose, c'est que j'aime pas faire les choses que j'aime pas. Donc j'ai tendance à orienter ma carrière sur des trucs qui me donnent de l'énergie, que j'aime bien. J'aime bien travailler avec des équipes. Je suis très collaborative dans le travail. Je prends de l'énergie à travailler avec des gens qui m'inspirent. Et donc, en fait, je pense de façon subconsciente, au début de ma carrière, je me suis orientée à travailler avec des gens desquels j'apprenais et qui ont été sponsors aussi. On parle souvent des femmes dans l'entreprise. Les quotas, c'est bien, mais bon, ce qui fait vraiment avancer les choses, c'est de trouver des gens en entreprise des mentors et des sponsors. Et j'ai eu de la chance énorme d'avoir au début de ma carrière plusieurs sponsors hommes qui ont cru en moi et qui m'ont un petit peu poussé, et qui m'ont aidé aussi. Donc, je pense que c'est un tout. Mais de ne pas avoir peur, c'est vrai que ça aide. Ouais, alors là, je suis totalement sur cette ligne. On a, je pense, et vous le disiez, ça se joue aussi dans l'inconscient collectif, sans doute dès l'enfance, hein, cette peur de ne pas pouvoir prendre sa place, de ne pas gagner, qu'on intériorise, je pense, davantage encore en tant que femme. Et votre exemple, en tout cas, le fait de dire ne pas douter outre mesure de ses capacités, de dire allez, on y va, avec humilité, bien sûr, mais avec détermination, et puis la confiance, c'est souvent autoréalisateur en réalité, je pense en vous écoutant en tout cas. Le fait de se dire, il n'y a pas de raison, j'y vais. À mon avis, il faut quelque part souvent se convaincre qu'on est invincible pour le devenir. Et je trouve que vous illustrez en tout cas extrêmement bien ça par votre exemple. Peut-être une toute petite dernière question avant de évidemment élargir la discussion et on y reviendra bien sûr dans d'autres thèmes auprès de vous. Est-ce que dans votre esprit, le milieu de la tech, qui est encore une fois perçu en tout cas de l'extérieur comme étant un peu masculin, est-ce qu'il fait partie encore selon vous des métiers qui sont assez genrés? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour que ça change ou est-ce que vous avez vu, vous, une évolution ces dernières années? Il y a une évolution, mais ce n'est pas assez rapide. Alors, c'est vrai que je vais être très honnête. Je me suis jamais aperçue qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que, en fait, j'ai évolué dans un monde d'hommes pendant très longtemps et toujours. Et puis, alors, au début de ma carrière, il y a plus de femmes quand même au début de carrière. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, je me suis aperçue que j'étais de plus en plus toute seule Mais quand je dirigeais TomTom les 10 premières années, en fait, la boîte était petite. J'avais que des hommes. On était deux femmes. J'avais une collègue qui s'occupait de toute l'administration et moi du reste. Et en fait, je gérais 10 développeurs qui étaient essentiellement des hommes. Alors, les choses sont en train de changer un petit peu. Je participais à un colloque sur Women in Data Science. Donc, il y a vraiment énormément d'initiatives pour encourager les femmes dans la tech. Le problème, c'est qu'on voit plus de femmes étudier, ça c'est vrai, mais ensuite on a du mal à les garder parce que souvent elles arrivent dans des milieux très masculins, très caricaturaux et en fait, donc ça crée certains problèmes. Donc, on fait beaucoup d'efforts. Il y a quand même une vraie conscience du milieu de la tech pour que le cadre d'environnement soit le plus agréable possible. Et il faut arriver à un certain taux, en fait. Vous arrivez à 25% de femmes, elles se voient et on peut démarrer un cercle vertueux. À moins de 25%, c'est compliqué. Donc, oui, on voit des changements pour répondre à votre question, mais bon, pas suffisamment rapidement. Et notamment au sein de TomTom, on a beaucoup d'initiatives. Là, on a recruté 500 ingénieurs là, ces dernières semaines. Et on essaye maintenant dans nos KPI de société d'avoir un pourcentage de femmes dans ce recrutement avec plein de KPI importants pour comment faire donc des quotas en fait de femmes qui doivent être là dans les funnels pour recrutement, etc. Donc on essaye mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est très clair. Je me tourne, merci beaucoup, Corinne. Je me tourne vers Anne, parce qu'on a aussi la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui est à la fois coach de carrière, en plus d'animer donc le réseau Work in the City, qui encourage le networking entre les femmes francophones aux Pays-Bas. Anne, moi,
j'ai une question un peu toute simple. Est-ce qu'on peut apprendre le leadership? Est-ce qu'on peut apprendre la confiance en soi? Est-ce qu'il y a des moyens d'apprendre à s'affirmer? En espérant que vous nous direz oui. Alors oui, je dirais oui. Et il faut savoir aussi que alors pour la confiance en soi en particulier, c'est quelque chose qui prend du temps parce que en fait, comme a dit Corinne, en fait, elle disait oui, ben moi j'ai jamais eu peur, j'ai foncé, etc. Donc il y a des gens comme ça qui l'ont naturellement, une confiance en eux, etc. Et d'autres moins, de par ce qui s'est passé dans leur enfance ou d'autres facteurs. En fait, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Hein, et puis ensuite de commencer à mettre en fait des petites étapes en fait à chaque fois, parce que finalement je vais vous donner mon propre exemple. J'ai fait ce programme de leadership il n'y a pas très longtemps, ce qui m'a aidé en fait justement à commencer à faire du coaching à 100%, parce qu'avant je le faisais pas à 100%. Et au début en fait, je n'osais pas trop dire ce que je voulais faire sur LinkedIn. Je faisais un petit like par-ci, un petit like par-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à commenter. Et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, mais en fait, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, je veux faire réfléchir les gens. Donc, j'ai commencé à faire des posts. Et puis, ainsi de suite. Voilà, venir dans un panel comme ça, c'est aussi encore une étape. Ou alors, de faire une retraite. Donc, je pense qu'il faut savoir, en fait, se donner. C'est un petit peu comme l'image j'aime bien, j'ai écrit un petit article là-dessus, du Bernard l'ermite, en fait. Le Bernard l'ermite, en fait, il grandit. Mais à un moment donné, eh bien, il doit se séparer de sa coquille et, excusez-moi de le dire, mais il est tout nu pour rentrer dans une plus grande coquille. Et à ce moment-là, eh ben, il prend un risque, en fait, pour rentrer dans cette coquille et grandir encore plus. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est de voir, bon ben maintenant cette coquille, bon, elle est un petit peu trop petite, j'ai besoin de faire un petit saut pour pouvoir aller dans une coquille plus grande. Donc ça impose comme vous le dites, de prendre sur soi et à un moment de se mettre à nu, de sauter un peu dans le vide. Enfin, tout à fait, mais avec un risque calculé en fait. Donc de voir, voilà, maintenant je suis capable de faire ci. Et en fait, finalement, les étapes vont être plus grandes pour certaines personnes et plus petites pour d'autres. Et en même temps, tout est tout à fait OK en fait. Il faut savoir aller à son rythme. Je pense que c'est ça qui est important, de comprendre que c'est pas la peine d'aller se comparer à d'autres en fait. C'est chacun à son chemin et en fait voilà. En termes de leadership, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre en fait d'avoir cette authenticité. En fait, que le leadership, c'est pas une dimension. Hein, c'est-à-dire que un peu ce qu'on connaît actuellement, c'est voilà, on avance, on donne la direction, etc. Le leadership, c'est aussi se connaître soi. Voilà, c'est aussi amener les gens avec soi, être authentique, être vulnérable. En français, ce mot, ça fait peur un peu. Hein. Je pense que la connotation anglaise est moins importante. Mais il y a aussi ce côté des fois aussi suivre son intuition. En fait, finalement, c'est ce que Corinne a dit. Elle a suivi son intuition et puis elle a dit les choses qu'elle avait à dire quand elle avait à le dire. Et aussi savoir s'appuyer sur d'autres personnes, en fait, savoir partager et avancer. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est ça ma réponse de ce qu'est le leadership. Et en même temps, chacun doit se faire sa propre définition de ce qu'est le leadership pour eux, parce que chacun a son style. Et comme je dis, c'est une question d'être authentique et de s'accepter vraiment. Donc voilà. C'est très clair. Et encore une fois, oui, merci. Ça fait tout à fait le lien avec les propos de Corinne. On sent que quelqu'un qui chemine sans forcément avoir toutes les réponses, en tout cas, on va dans le bon chemin quand on fait l'exercice justement de se demander ce qui nous rend heureux, ce qui pour nous a du sens, qu'on arrive à questionner les choses et qu'on prend à un moment un risque en se disant c'est à ma portée, on se donne confiance en soi, on s'appuie sur les autres sans doute, comme vous le disiez, pour avoir confiance en soi, pour avancer. Alors du coup, ça me fait penser à l'importance aussi de l'entourage, parce que Corinne évoquait aussi notamment hein, la place importante des réseaux, du mentoring, pardon, du mentoring et de se sentir accompagné. Est-ce que, voilà, dans votre esprit, comment est-ce que les réseaux jouent une place pour développer sa carrière? Comment le mentoring, la solidarité même qu'il y a entre les membres de votre réseau, en l'espèce, a un impact sur la carrière des femmes qui vous rejoignent? Voilà, comment on peut s'appuyer sur les autres pour continuer à avancer? Alors, pour moi, déjà, venir à Work University, en fait, moi, à la base,
le networking, c'était pas forcément un truc, je me disais, ah, j'ai pas envie, networking, il fallait se vendre et tout, voilà. Bon, déjà, en fait, Working in the City, c'est très cool, en fait, comme ambiance. On n'est pas obligé de venir avec son blazer, mais on est bienvenu de venir avec son blazer si on a envie. En fait, tous les styles sont acceptés. On a, en fait, des femmes qui font, par exemple, qui sont profs de yoga, des femmes qui sont médecins, j'en vois une qui est ici. En fait, il y en a d'autres qui ont leur entreprise en marketing, voilà, ou Linda qui est ici aussi, elle fait ses bijoux. Voilà, donc on a aussi des gens des femmes qui sont en entreprise, par exemple comme chez Philips, ou voilà. Donc on a un peu de tout. Donc et ça permet en fait de rencontrer des gens, en fait de connaître déjà d'autres métiers, hein, parce que finalement des fois, on s'est mis dans quelque part, mais en fait, c'est pas ça qui nous rend heureux. Et donc, ça nous permet de connaître d'autres métiers, d'avoir aussi des opportunités de travail, parce que finalement, les gens, quand on les connaît, eh ben, ils vont être plus amenés à partager votre CV, par exemple. Donc, alors que si on les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, donc on n'a pas forcément envie de passer le CV. Voilà. Et puis, aussi, c'est des belles amitiés qui se créent, hein. Donc, voilà, moi, je profitais vraiment de créer des nouvelles amitiés quand je suis arrivée ici à Amsterdam avec Working City. Voilà, en fait, pour nous, les outils qu'on propose dans ce réseau, bien sûr, c'est le networking, mais aussi, donc, c'est toujours la découverte de l'autre, hein. On a aussi, oui, des femmes passionnées qui viennent présenter leur activité. Donc, des fois, on leur donne un petit coup de pouce, ils vont venir faire une présentation, voilà, et ça leur permet, en fait, de présenter leur passion et puis potentiellement avoir des prospects pour eux. Mais ce qui est important, en fait, dans ce réseau, c'est la bienveillance. En fait, c'est vraiment ça qui caractérise Working City, c'est cette bienveillance, ce partage d'expérience. En fait, on a envie de s'aider entre nous. Et voilà, ça devient vraiment... on est là pour se donner des coups de pouce, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est très utile parce que, là encore, les femmes n'ont pas forcément toujours le réflexe du corporatisme. Si on considère qu'on a dû parfois avancer seul, souvent contre vents et marées, on n'aura pas toujours l'idée de s'appuyer sur les autres, sur des réseaux de femmes et de faire vraiment du networking un vrai outil de carrière professionnelle. Donc, je trouve vraiment qu'en cela, votre action est vraiment importante. Du coup, je fais une petite parenthèse peut-être pour là-dessus faire rebondir aussi Sylvie de la CCI, puisque vous avez aussi beaucoup de femmes qui viennent vous voir. Quels sont souvent les besoins les plus courants des femmes qui vous contactent? Comment est-ce qu'elles peuvent booster leur carrière avec votre appui? Oui, en effet, on en a pas mal qui viennent nous voir pour trouver leur premier travail aux Pays-Bas. Et je crois que, comme disait déjà Anne, ce qui est très important, c'est d'avoir un réseau et de comprendre aussi le marché du travail ici. Parce que on parle quand même de notre culture déjà, donc aussi la culture au travail est différente et ça commence déjà par l'entretien et la manière dont on se présente. Et donc, en effet, connaître quelques personnes, connaître et comprendre le marché du travail, avoir un réseau, ça c'est le début. Et puis, ça dépend vraiment du type de travail que quelqu'un cherche, si c'est possible. On a des femmes diplômées qui cherchent vraiment de continuer leur carrière dans le même métier qu'ils ont déjà exercé en France, par exemple. Et dans ce cas-là, ça dépend aussi s'ils ont besoin de la langue néerlandaise ou non, si ça prend du temps. Il y a aussi des femmes qui cherchent vraiment juste une première expérience aux Pays-Bas, peu importe le poste, parce que c'est juste bien de commencer déjà à travailler aux Pays-Bas, de comprendre le marché, de comprendre la culture et de démarrer depuis un premier job leur carrière. Bien sûr. Merci beaucoup, Sylvie. Peut-être un tout petit point sur l'impact, puisqu'on est quand même dans une période pandémique très particulière, l'impact
de la crise sanitaire sur les inégalités de genre. Un petit point pour dire quand même, on le sait, hein, bon, déjà le confinement a rendu quand même plus difficile la séparation entre vie privée et vie professionnelle, et du coup, le télétravail a malheureusement accru à certains égards les inégalités. Est-ce que vous percevez, vous, ça? Comment est-ce que vous faites à titre personnel ou dans les conseils que vous donnez pour essayer d'éviter justement que sa vie professionnelle soit affectée par ce contexte pandémique qui est difficile pour toutes et tous, hein? C'est pour moi la question Oui, ou Anne aussi, qui doit, j'imagine, recueillir régulièrement des difficultés sur ce sujet, que ce soit chez Works in the City ou en tant que coach, l'une ou l'autre, si le contexte pandémique vous inspire un peu des réflexions dont on pourrait s'inspirer. Mais moi, en fait, je crois aussi que ça peut être une opportunité parce qu'on a quand même vu aussi que le télétravail, ça va bien pour les entreprises qui ont insisté jusqu'à maintenant que tout le monde soit au bureau entre, je sais pas, 8 et 6 et que maintenant on voit aussi une certaine flexibilité et je pense que ça peut permettre aussi aux femmes qui ont aussi des enfants et normalement sont assez restreints dans les horaires, qu'elles peuvent avoir plus de flexibilité avec le télétravail et peut-être avec les autres horaires pour le Donc, c'est travail. prendre le verre à moitié plein, ce qui est une bonne, une bonne philosophie. Anne, un mot de complément, pardon? Non, pour moi, effectivement, c'est une opportunité de voir comment on peut organiser sa vie différemment. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus à rajouter. Je pense que Sylvie a couvert la question. Yes, très bien. Eh bien, on se tourne un petit bout maintenant vers Florence, qui donc travaillait dans une grande banque française. Et là aussi, l'univers de la finance, on sait, est parfois perçu comme un milieu historiquement moins ouvert aux femmes. Du coup, là aussi, des questions assez simples. Est-ce que vous avez perçu, vous, des discriminations, des freins dans votre carrière? Si c'est le cas, comment vous avez pu dépasser ces obstacles pour que justement votre légitimité et votre autorité soient considérées bien sûr au même titre que celle des hommes? Voilà, partagez un petit peu votre témoignage, votre parcours, on vous écoute. Avec plaisir. Donc, j'ai déjà pas ressenti, en tout cas, je n'ai pas perçu de discrimination ou de frein à travers ma carrière, que ce soit en arrivant chez KPMG au début. Et je pense que KPMG, c'était aussi assez logique. Les premières années dans l'audit financier, c'est des wagons de jeunes qui arrivent en même temps chaque année dans les cabinets. Et là, pour le coup, il y a autant de femmes que d'hommes, c'est assez équilibré. Et c'est des métiers qui permettent complètement d'avoir les deux qui se développent de façon très facile. Je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué pour une femme de rester dans ce modèle de cabinet où il y avait très peu de partenaires féminins à l'époque, parce qu'effectivement, jongler entre ces vies qui étaient très demandeuses et puis une vie de famille, c'était relativement difficile, je pense. Donc là, il y a du progrès qui est fait aussi chez eux. J'ai des amis qui sont devenus partenaires en l'occurrence et qui arrivent très bien à gérer, mais c'est des métiers qui restent challenging, je pense, pour une femme d'arriver, plutôt pour une femme non, mais pour une femme qui souhaite avoir une vie de famille et avoir des enfants et donc arriver à gérer tout ça, ça devient plus difficile. Dans la banque, je pense que j'étais assez alors protégée peut-être pas, mais les grosses banques françaises, ça fait un moment quand même qu'on est sur le sujet de l'égalité homme-femme. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place à la Société Générale. Il y a beaucoup d'actions, que ce soit des actions de training, que ce soit des politiques salariales aussi pour aider justement à rééquilibrer les choses en termes de salaire, par exemple, mais pas que, aussi favoriser un peu les promotions et essayer de changer les mindsets. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de faites et ça a beaucoup avancé. Après, on n'a pas encore atteint les résultats qui étaient souhaités sur le top management. C'est pour ça que là, le dernier, mais on y est presque, je pense, le dernier engagement qu'a pris le groupe, qui a été annoncé en début d'année, c'était d'avoir 30% de femmes dans les 200 principaux cadres de la maison. Ça peut paraître rien du tout, hein, 30%, mais dans un milieu effectivement dans un milieu bancaire, dans un milieu où il y a énormément d'IT, on revient sur les IT, hein, comme dans l'univers de Corinne, les banques, c'est beaucoup ça. C'est une population très importante des banques. Donc, dans ces milieux-là, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce qu'il faut commencer plus tôt, il faut commencer dans les universités, il faut arriver à donner le goût aux femmes d'aller vers ces métiers-là.
et après de les accompagner dans leur évolution. Donc ça nécessite encore quelques années. Puis il y a d'autres métiers, par exemple, comme les métiers de trader, qui sont historiquement des métiers plus masculins. Donc effectivement, ces changements-là prennent plus de temps. Mais pour autant, on est vraiment accompagné. On sait qu'il y a on sent qu'il y a cette volonté de faire avancer les choses. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai pas ressenti de frein venant de mon environnement professionnel. Je pense que les obstacles, j'ai envie de dire qu'on se les met soi-même, hein, en tant que femme. On a quand même une forte capacité à se rajouter des obstacles dans la vie et à se Ça complexifier la n'aide vie. pas. Bon, souvent, Oui, l'environnement ou l'inconscient joue, mais on peut y rajouter une couche, c'est sûr. Ouais, je pense que ouais, on est assez doué. Et un des principaux obstacles que je me suis mis inconsciemment, et c'était simplement de vouloir alors être parfaite, pas parfaite aux yeux de tout le monde, mais en tout cas à mes yeux à moi, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle et en tant que mère de famille. Et c'est là que ça devient dur. C'est quand quand on veut être parfait partout et qu'on n'arrive pas de temps en temps à faire des choix, ça devient difficile. Et je partageais l'exemple la dernière fois quand on était ensemble au téléphone, Marie, c'était ce moment où ma fille avait, je sais plus, quelques mois, et je rentre du boulot en courant. Donc déjà, j'arrive en retard. Donc voilà, je libère la nounou en retard. Donc déjà, je m'en veux. Après, je récupère les enfants, je les ramène à la maison, c'est l'heure du bain, et je surveille ma fille en même temps que je regarde mon BlackBerry. Là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que ça marchait pas et qu'il fallait faire des choix différents. Et donc, si je n'étais pas capable d'arriver à 18h30 ou à 19h pour chercher mes enfants, fallait que je voie ma vie un peu autrement pour quand je leur consacre du temps, leur consacrer vraiment du temps. Et donc ça, je pense que ce qui est primordial, c'est d'arriver à accepter de se faire aider et de ne pas vouloir être superwoman dans tout, quoi. Il faut accepter que de lâcher prise de temps en temps, de laisser son mari nous aider. Moi, j'ai la chance d'avoir un époux qui partage beaucoup tous les devoirs de la famille. Et donc ça, c'est des choses qui aident définitivement. Puis après, la nounou, les grands-parents, voilà, il y a plein de façons de se faire aider. Et je pense que c'est important. Il faut accepter ces moments où un coup, on est à fond dans le boulot, un coup, on est à fond dans les enfants, à fond vers le mari. Et puis voilà, puis c'est normal. Et puis on n'est pas censé devoir tout faire tout le temps, quoi. Voilà. C'est un point vraiment que je retiens et que j'aimerais aussi qu'on retienne de nos discussions, parce que je l'ai entendu déjà et ça me paraît vraiment très important. Ça me fait penser à... J'ai écouté une interview de Leila Slimani, bon, que vous connaissez peut-être, qui est une autrice qui est par ailleurs aussi, qui s'engage aussi pour la francophonie, mais dans d'autres sujets. Et en tous les cas, elle disait, est-ce qu'il ne faut pas justement avoir le courage de déplaire? Et je trouve que c'est exactement, Florence, ce qui est dépeint, accepter de décevoir les gens, de décevoir, voilà, en tant que mère, qu'épouse, que collaboratrice, on fait de son mieux, mais finalement décevoir les attentes que les gens ont de nous, ça peut, enfin accepter en tout cas de le faire, ça peut aussi permettre le lâcher prise et justement de mieux rebondir et de pas penser c'est ce qu'on appelle la charge mentale, hein. Je pense qu'on est attendu partout, tout le temps. Il faut garder aussi, voilà, du temps pour soi et pour se rassurer. Pardon, merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, je rebondis aussi. Parce que j'entendais quand même pas mal d'éléments positifs dans le tableau, ce qui est plutôt rassurant, hein, en tout cas d'une certaine partie de la finance. Du coup, une question peut-être un peu plus générique, c'est comment est-ce que l'égalité professionnelle, elle se traduit pour vous? Et une autre question, du coup, qui est liée, est-ce qu'on peut justement être puissance, être dans des postes de direction sans être perçu comme autoritaire? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une manière féminine de diriger un service selon vous? Alors, beaucoup de questions en une question. J'ai bombardé. Déjà, l'égalité professionnelle, je pense que pour tout le monde, c'est un peu la même chose. C'est l'égalité des chances, c'est-à-dire avoir les mêmes opportunités, les mêmes reconnaissances, qu'elles soient financières ou autres d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit que les femmes ne s'attachent pas forcément tout le temps à une égalité de la reconnaissance financière. Donc, il y a effectivement ce besoin d'avoir le sentiment, et dans les faits aussi, qu'on peut évoluer, qu'on a les mêmes opportunités que nos collègues masculins qui vont avoir les mêmes compétences que nous. Là où ça devient un petit peu difficile, et on en parlait un peu plus tôt, c'est ce côté cadre culturel, c'est-à-dire que en France, il n'y a pas tant de femmes que ça qui font du temps partiel, hein, dans les statistiques, comparé aux Pays-Bas, par exemple. Et donc, arriver à donner à une femme qui est en temps plein, qui travaille à temps plein, certains types de postes, ça ne va pas freiner. Alors qu'aux Pays-Bas, quand on se retrouve avec, dans le cadre culturel,
le fait que ça soit normal pour une mère d'être à temps partiel, voire ce n'est pas normal pour une mère d'être à temps plein, c'est peut-être même un peu le ressenti qu'on a, ça devient plus difficile après, quand elles évoluent dans leur carrière, d'arriver justement à avoir le même spectre d'opportunités qu'un homme pourrait avoir, ou en tout cas qu'une personne qui travaille à temps plein. Donc ça, c'est assez difficile à gérer en fonction des pays, parce que je pense que ça dépend complètement du cadre culturel et de l'avancée que le pays a fait justement à ce niveau-là. Après, sur le côté gérer d'un point de vue, diriger un service d'un point de vue un peu plus féminin, je pense que ça revient à la définition du leadership que donnait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire que les leaders d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être autoritaires pour s'affirmer et pour faire avancer les choses. Donc, dès lors qu'on a les idées, qu'on a les envies, qu'on a envie de faire avancer les gens, je pense que ça vient un peu tout seul et on n'a pas besoin dans ces cas-là de taper du poing sur la table ou de faire un peu ce modèle macho qui va être autoritaire pour faire avancer. Et au contraire, on a peut-être, alors je ne veux pas généraliser non plus parce que c'est pas vrai de dire que les femmes ont une capacité d'écoute plus grande que les hommes et une émotion, une intelligence émotionnelle peut-être plus grande. En règle générale, ça va l'être un petit peu. C'est pas complètement à généraliser, mais c'est vrai qu'on a peut-être ces atouts-là qui nous permettent, quand il s'agit d'organiser des équipes, de planifier les choses, d'arriver à gérer justement peut-être un peu plus finement l'organisation de l'équipe, la diversité dans l'équipe, que ça soit homme-femme, mais que ça soit aussi en tant que profil, et d'arriver comme ça à faire avancer son équipe de façon différente. Pas juste, voilà, vous avez un objectif, vous y allez, c'est tout, on vous demande rien d'autre. Non, c'est de les amener, de les accompagner, de les développer. Mais j'ai vu ça aussi chez des hommes. J'ai eu beaucoup de managers bienveillants qui m'ont aussi beaucoup apporté dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on a peut-être cette fibre-là en plus. Bien sûr, et en essayant de le rationaliser, enfin en tout cas de ne pas, comme vous dites, être dans la généralité, le fait même de toute façon d'appartenir d'une façon ou d'une autre quand même à une minorité en tant que femme, donne peut-être des armes pour répondre justement et pour développer en tout cas une forme d'empathie qui peut vraiment être utile sur les questions de management. Bon, c'était déjà un magnifique tour d'horizon. Je vois que le temps file, mais j'aimerais qu'on passe à notre deuxième thème qui est important, je pense, pour beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, qui était un petit focus sur les questions d'expatriation, puisque beaucoup de notre communauté française donc, a vécu ce déracinement. Ça peut être un facteur de complication, on l'a un tout petit peu évoqué, pour la carrière des femmes, parce que voilà, il faut reprendre un petit peu tout à zéro, recréer son réseau. Ça peut aussi, on le disait, être une source d'opportunité, en tout cas de richesse, évidemment. Les différences culturelles avec les Pays-Bas sont quand même très fortes, donc ça peut désarçonner celles qui n'en ont pas connaissance. Donc peut-être, je vais donner la parole à la néerlandaise de notre équipe, Sylvie, qui travaillait aussi au service des relations, bien sûr, entre les Pays-Bas et la France. Donc vous avez vraiment les deux casquettes, mais quels sont les principaux défis, pour commencer par là, qui se présentent aux femmes qui lancent ou poursuivent une carrière aux Pays-Bas et que vous avez sans doute, qui ont croisé votre chemin? Oui, mais je crois en effet la différence culturelle est assez importante entre nos deux pays. Et il est important aussi de connaître en effet les différences et aussi de trouver de nouveau, je pense, sa place. Et si quelqu'un veut poursuivre sa carrière, en général, il n'y a pas trop de problèmes aux Pays-Bas dans les entreprises orientées vers l'international de ne pas parler le néerlandais. Mais il y a certains postes qui exigent quand même le néerlandais. Si on a besoin, par exemple, de travailler avec l'administration néerlandaise, il y a certains postes spécifiques dans les soins où il faut quand même comprendre et maîtriser la langue. Ça peut être un challenge au tout début, parce que pour apprendre le néerlandais, je sais que c'est pas facile. Non, en effet, c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile. Donc ça, je comprends que ça va être difficile. Et peut-être il y a certains métiers qui sont tellement spécifiques comme métier qu'il faut vraiment connaître les lois néerlandaises, par exemple. Donc ça, on rencontre quand même quelques challenges pour poursuivre sa carrière. De notre côté, je trouve que les Pays-Bas sont quand même un pays qui donne beaucoup d'opportunités aux non-néerlandais pour faire sa carrière. Parce que le néerlandais, si ce n'est pas vraiment nécessaire pour le poste,
est souvent pas demandé. Si on maîtrise l'anglais, c'est déjà très bien. Oui, donc oui, il y a un pragmatisme qui préside, je pense, enfin en tout cas qui est une marque forte de la culture néerlandaise qui fait que quelque part ça peut simplifier aussi les démarches et puis une bien moindre bureaucratie, en tout cas un esprit hiérarchique qui est moins présent, une forme sans doute de franchise et d'effets directs qui peuvent, quand on connaît justement ces codes, c'est sûr être assez être des vecteurs de développement pour les femmes qui s'y installent. Du coup, est-ce que vous avez des exemples de réussite peut-être française en tête ici? Et puis comment, voilà, entre qu'est-ce qui peut dans les différences culturelles en matière de culture d'entreprise le plus jouer en la faveur ou en la défaveur des femmes qui s'implantent ici? Oui. Mais pour commencer par la dernière question, je pense que ce qui peut être un challenge pour les Françaises ici, c'est le fait qu'on est tellement direct. Je pense que tout le monde reconnaît ça, si je dis ça, et que ça, c'est quelque chose, il faut vraiment s'habituer. Et ça commence déjà avec les entretiens. Donc, si on passe des entretiens pour un nouveau poste, je sais que les Françaises peuvent être même un peu choquées par les questions qui peuvent paraître indiscrètes pour une Française. Donc déjà, pour se vendre, c'est le moment aussi de se vendre pendant un entretien d'embauche. C'est très bien d'être préparé à d'autres sortes de questions que peut-être en France. On pose des questions directes, on dit un peu tout ce qu'on a envie de dire. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être bien préparé déjà pour l'entretien. Et une fois embauché, je pense pareil, il faut, comment dire, il faut oser se mettre en avant. Parce que les Néerlandais disent tout, aussi au travail. Nous, on peut dire, si on n'a pas envie, si on trouve que c'est une mauvaise idée, on peut le dire au boss. Dans une réunion, on dit aussi qu'on a une autre idée, on dit un peu tout. Mais ça veut dire qu'une Française qui est peut-être trop modeste ne va pas se mettre en avant comme elle devrait dans sa carrière. Donc ça, je pense que c'est le challenge. Pour répondre aux questions de la réussite, ben, heureusement, j'en ai. Ben, déjà, dans notre communauté d'affaires, de notre club affaires, on a plein de femmes quand même où on voit qui sont très réussies. Oui. Et pour rester proche, dans ma propre équipe, j'ai 3 Françaises déjà qui travaillent à la CCI et qui travaillent donc tous les jours pour la communauté française d'affaires. Et j'en ai 2, Linda et Sarah, qui sont aussi auto-entrepreneurs. Et là, c'est le temps partiel, en fait, qui a donné l'opportunité à ces 2 de combiner l'indépendance, vraiment l'entrepreneuriat, avec un poste de salarié à la CCI. Et ça, je crois que c'est vraiment un exemple d'une réussite de 2 femmes qui ont suivi leur passion d'un côté, mais aussi ils ont aussi l'esprit d'équipe en étant salariés pour travailler dans la communauté, mais en fait d'avoir le meilleur des 2 mondes. C'est ce que j'allais dire, mais c'est exactement ça, absolument. Avec les spécificités ici d'organisation du travail qui sont quand même facilitées, et puis les qualités que vous avez mis en avant. Donc, bravo à elle. Bon, ça donne du courage. Merci Sylvie. Du coup, peut-être un rebond vers Florence qui elle aussi, qui a vécu au Canada, qui est arrivée ici, mariée à un Néerlandais. Est-ce que l'expatriation a été une source d'ouverture, d'opportunités? Et puis peut-être un point sous-jacent, parce que je pense beaucoup aussi de femmes se posent la question, comment est-ce que vous avez réussi à construire votre carrière en parallèle de celle de votre conjoint, sans justement être celle nécessairement qui soit pénalisée par ses déracinements? Est-ce que vous avez réussi l'un et l'autre, si ça vous intéresse en tout cas de l'évoquer, voilà, à cheminer en parallèle sans que l'un doive faire des sacrifices? Alors, sans que l'un fasse des sacrifices, je dirais qu'on a fait le choix tous les deux que les deux en fassent si besoin, parce que ça a été vraiment des décisions qui ont été prises systématiquement en couple, hein. C'est vraiment une histoire d'équipe dans ces cas-là. Donc, alors après,
déracinement, on a un couple franco-néerlandais. Alors, en même temps, on ne sera jamais. Il y en a toujours un des deux. Il y en a toujours un des deux qui risque de se déraciner. Donc, ça complexifie un peu les choses. Mais on a quand même choisi, dans les deux cas, que ce soit le Canada ou les Pays-Bas, des pays qui sont quand même plus faciles pour s'intégrer pour des Français et des Franco-néerlandais. Alors, effectivement, comme Sylvie le dit, les Néerlandais sont très directs. Et dès mes premiers meetings au bureau, j'ai pu m'en apercevoir. On a un bureau qui est assez mélangé, puisque une banque française, forcément, à l'étranger, ça mélange à la fois des locaux et des étrangers de façon large, pas forcément plus français. Mais effectivement, je voyais bien les Néerlandais qui ressortaient quand on m'explique assez rapidement voilà, les ambitions de chacun et que dans quelques années, on veut mon job ou on le veut tout de suite. Bon, c'est des choses où effectivement, c'est direct, c'est cash. Bon, au moins, ça permet de savoir où on va et de voir plus rapidement les choses. Alors, ça peut surprendre, ça peut déstabiliser un peu, mais c'est quand même assez sain. Au final, il y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas en tout cas moins, on le ressent moins. Donc c'est des côtés assez faciles avec les Pays-Bas. Donc, dans les deux cas, on a choisi nos expatriations. Alors, on nous les a proposées. En l'occurrence, c'est la Société Générale qui nous les a proposées. Donc, on est parti sur le Canada grâce à ça. Mais en même temps, on a choisi d'accepter le Canada, parce que c'est vraiment un choix. Encore une fois, à ce moment-là, on aurait très bien pu dire non et ça n'aurait pas posé de problème, je pense, à ma carrière. J'aurais juste évolué à Paris au lieu d'évoluer en passant par le Canada. Mais c'était aussi un moment qui était opportun pour mon mari dans sa carrière aussi. C'était le bon moment pour les enfants, parce que c'est pas toujours facile aussi de partir avec les enfants, de les déraciner eux. Ils ont commencé à prendre leur marque dans des écoles et on les emmène autre part. Mais en même temps, c'est source d'opportunités personnelles et de découvertes. C'est absolument génial. Les 4 années qu'on a passées au Canada, c'est un très beau moment parce qu'on a découvert des gens, parce que c'est une nouvelle expérience, un nouveau pays, un nouvel appart, des nouveaux collègues. Il y a tout qui est différent. Donc, moi, j'avais assez égoïstement la grande chance d'être dans une société que je connaissais déjà en étant à la Société Générale. Donc, même si une filiale est toujours un peu différente de la maison mère, on a quand même voilà, des repères qui sont faciles, alors qu'en l'occurrence, c'est mon mari qui a fait l'effort dans les deux cas de retrouver un boulot. Et donc, lui, d'avoir plus d'efforts à faire pour reprendre le même élan qu'il avait quand on est parti de France. Mais il a fait le job à chaque fois et ça, c'est aussi une fierté dans le couple quand on voit l'autre qui arrive comme ça à rebondir aussi vite et qui a cette capacité. Donc, vraiment, une décision de couple parce que ça impacte les deux et qu'il faut que les deux trouvent leur équilibre. Et voilà, nous, on a eu cette chance-là et on a eu la chance d'avoir des pays qui nous permettaient aussi de le faire. Je ne sais pas si on aurait forcément accepté aussi facilement de partir, j'en sais rien, à Bucarest ou à Hong Kong, dans des univers assez différents où on n'aurait pas eu aussi cette capacité pour lui de trouver un boulot aussi vite dans ces cas-là. Donc, voilà. Et comme socle, ce que je retiens, voilà, l'écoute, le dialogue et puis la projection collective pour que personne n'y perde. C'est un bel exemple. Oui. Alors, un mot aussi auprès de Corinne, parce qu'une grande partie de votre carrière, quand même, a été faite ici, ce qui est remarquable. Comment est-ce qu'on repart à zéro, quand même, dans un pays étranger? Quels enseignements vous tirez, vous, de cette formidable aventure ici et depuis la France avant? J'ai passé à Londres, j'ai vécu 17 ans à Londres. À Londres, ouais, donc, en fait, je suis partie. Oui, alors l'expatriation, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées qui sont complètement vraies, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que ça fait partie je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur ce que Florence vient de dire sur les opportunités, sur le fait de vivre une aventure famille différente. Et je pense que j'ai toujours trouvé ça assez excitant en fait de partir à Londres avec mes enfants étaient tout petits quand on est parti, ils avaient 18 mois et 3 ans. Quand on est revenu à Amsterdam, ils avaient 11 et 13 ans. Et là, c'est vrai que ça a été un peu. Je crois que le petit m'a pas parlé pendant 1 an. Il m'a dit de toute façon c'est de ta faute pour rentrer en Donc ça a été très. Ah oui. Mais enfin bon, ils s'en est bien sortis après. Je dis de toute façon on est encore à l'âge où c'est nous qui décidons donc. Oui, et puis il vous remercie quelques années après, je suis sûre. Mais oui, et c'est vrai que d'avoir un réseau, alors ça, c'est bien pour les expatriés. Moi, je le vois, donc en tant que chef d'entreprise, on fait venir quand même des gens du monde entier. Le fait d'avoir un réseau d'écoles approprié, c'est très important. On a du mal à faire venir nos expatriés, à moins d'avoir cette communauté et notamment les écoles à tout niveau. Je sais que je
félicite l'école française qui vient d'être montée à Amsterdam parce que c'est très important pour nous de pouvoir oui, pour amener des expatriés de tous les pays. Ouais. Donc, je pense que l'expérience d'expatriation est une expérience très riche. Je pense que quand on veut travailler dans un groupe aujourd'hui, c'est pratiquement indispensable d'avoir une expérience internationale. Et donc, et puis le fait d'être déraciné, bah, ça a aussi des côtés où on se retrouve, c'est vrai, en famille, c'est une expérience qui est assez unique. Donc, moi, j'ai toujours ça vécu relativement bien. La Hollande, je reviens sur tous les points qui ont été dit, c'est vrai que c'est un pays qui est très proche de la France, mais en même temps culturellement très différent. J'étais sur un board en France et que j'ai quitté il y a un an et le CEO me disait ouais, tu nous as quand même surpris, tu es quand même très direct. Et donc je me suis aperçue que d'avoir passé tout ce temps-là en Hollande, parce que j'avais pas l'impression d'être particulièrement direct, mais c'est vrai que pour les Français ça choque. Et c'était donc, visiblement, c'est quelque chose qui est on apprend à être direct sans être. Alors, je pense que c'est important d'être direct, mais sans être humiliant, en fait. Hein. Il y a toujours avoir confiance en soi sans être arrogant, être direct sans être humiliant. Donc, de dire les choses de façon constructive, hein, c'est le fameux Polder Model, c'est un petit peu tout dans le consensus. Alors, ça a des bons et des mauvais côtés, mais c'est vrai qu'en tout cas, on n'est pas dans un pays où les gens, c'est ce que disait Sylvie, tout à fait. Si les gens ne sont pas d'accord, vous êtes le boss ou pas le boss, ça n'a rien à voir. C'est très rafraîchissant, hein, quelque part quand même. Donc moi, je suis très fan. Et ça fait prendre du recul aussi, c'est sûr, sur notre propre modèle. Merci à toutes sur ce volet expatriation, c'était très riche et en plus, on en retient quand même, là encore, qu'il ne faut pas se mettre de barrières. On peut, même quand on a l'impression, on arrive, on n'a pas de compte en banque, on n'a rien, pas de téléphone, les choses se font et on finit par en tirer des expériences de vie assez incroyables. Alors, je vais du coup, on avance, passer sur notre dernier volet avant évidemment de laisser quand même de la place pour les échanges, les questions-réponses qui nous arrivent sur le chat. Merci à tous et toutes de les poser. Notre dernier volet, c'était tout simplement celui par lequel on aurait pu commencer, celui de comment s'épanouir dans sa vie personnelle, comment être heureuse, faire les bons choix. On sait que, bien sûr, c'est plus compliqué pour les femmes, comme on le disait au début, hein, de concilier. Avoir un enfant, par exemple, diminue de 60% les chances d'accéder au meilleur poste pour les femmes, figurez-vous. Donc voilà, il y a parfois des difficultés à justement réussir à préserver sa vie personnelle et à s'épanouir. Je vais du coup donner la parole à Anne peut-être, parce que c'est un exemple aussi parlant. Vous avez quand même fait le choix d'une reconversion totale, en tout cas, enfin d'une reconversion totale qui a été quand même un changement de carrière important. Est-ce que justement c'était un moyen de penser à vous, de ne pas perdre de vue vos envies? Comment est-ce que vous avez justement réussi à vous éclore, comme le Bernard l'ermite que vous évoquiez tout à l'heure, pour faire les bons choix dans votre vie? Et puis, quels conseils peut-être vous donneriez en tant que coach aux femmes justement qui s'interrogent, qui n'arrivent pas forcément à trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Alors, pour moi, la reconversion totale, c'était vraiment à la base pour combler un manque que j'avais. Comme vous l'avez dit dans ma présentation, en fait, c'est vrai que je voulais être médecin. Et donc, j'avais en fait cette envie d'aider les gens. Et puis, finalement, j'ai fait une école de commerce parce que parce que j'aimais les cultures et que je voulais vivre à l'étranger, apprendre des langues, etc. Bon, j'ai eu toujours un peu de mal avec le hollandais, même si je parle, mais pas encore comme il faut. Et voilà. Et puis, en fait, pour moi, c'est une question de suivre. C'était une question de suivre mon instinct, suivre mon intuition. En fait, de sentir que j'avais un manque et que j'avais envie, en fait, de faire autre chose. Donc, en fait, ça s'est vraiment passé sur c'était une transition pour moi, en fait, qui s'est fait au départ sur j'ai envie d'aider les gens, donc je vais faire ça. Un jour par semaine, ou voilà, réduire mon activité salariale pour pouvoir en fait faire ça, et puis au fur et à mesure se prendre au jeu et voir en fait que bon en fait c'est ça qu'on a envie de faire. Et puis j'ai eu aussi un petit coup de pouce finalement quand Starbucks a décidé de fermer les locaux pour reconvertir, pour déménager à Londres. Moi je me suis dit en fait, j'étais déjà à Londres, je n'avais pas envie de retourner à Londres parce que j'adore la vie ici en famille.
et là, pour moi, c'était très clair, en fait, que c'était ça que je voulais faire, que je voulais continuer à avancer et pas retrouver un travail. Donc, pour moi, c'était vraiment l'intuition, l'instinct, en fait. Voilà, et puis après, évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. J'ai eu ce petit coup de pouce, mais quand même, malgré tout, ça implique des sacrifices, en fait, hein, parce que oui, j'ai peut-être travaillé beaucoup d'heures à un moment donné, voilà, peut-être trop, et puis maintenant ça va mieux. Voilà, c'est une question d'équilibre, en fait, de savoir, je pense, des fois donner des petits coups de bourre et ensuite revenir à l'état naturel. Hein, donc voilà, et puis en tant que coach, alors les coachs ne donnent pas de conseils, je l'ai dit à toutes mes clientes, voilà, ça c'est la première chose. Mais quand même, alors ils aident à accoucher des idées, alors peut-être. Exactement. Plus belle image. Mais pour moi, en fait, l'équilibre, c'est l'histoire de toute une vie, en fait. Donc c'est vraiment, il faut savoir, comme je viens de le dire, en fait, à un moment donné, voilà, on va travailler un peu trop, et je pense que Florence l'a bien dit, à un moment donné, il va y avoir plus de temps avec le conjoint, voilà, et puis la carrière va passer un peu à la trappe, ou alors il va y avoir un bémol, et puis ensuite, on va être plus sur les enfants, et ensuite, voilà, donc c'est en fait essayer de jongler toujours avec ces différents éléments qui sont importants. En fait, ce qui est important, c'est de savoir finalement quels sont ces éléments importants pour nous, et savoir, en fait, les réguler, et de faire des points réguliers, finalement. Voilà. Voilà, pour moi, c'est penser à soi. En fait, on dit en anglais le self-care, c'est, je pense, le plus important. Et voilà. Et bien entendu, quand on est en couple, mais on n'est pas toujours, hein, mais quand on est en couple, en fait, travailler à deux comme ça pour pouvoir avancer. Très clair. Et alors, on a parlé dans la séance, enfin dans le thème d'avant, hein, justement de l'importance du droit de décevoir, du fait de l'importance du lâcher prise, et puis de ne pas avoir l'impression que justement tout le bonheur de la famille repose sur nous, sur le volet charge mentale. Est-ce qu'il y a des façons de réussir un petit peu à se détacher comme ça de cette... pas de cette emprise, mais en tout cas de ces impératifs? Est-ce qu'on peut réussir à mettre à distance un petit peu le quotidien? Alors, Florence, j'y pense, disait tout à l'heure dans une autre catégorie, justement, l'importance de se faire aider, c'est-à-dire, alors que ce soit un peu par la famille, par une nounou, est-ce que c'est une des façons, selon vous, justement, de réussir à mettre à distance la charge mentale? Comment est-ce qu'on peut arriver justement à... Ouais, pour moi, je pense que le fil conducteur de tout ce qui a été dit, c'est toujours, en fait, avoir le choix et faire un choix. En fait, donc c'est toujours, et donc se poser à un moment donné, de dire bon voilà, ça j'y arrive pas, comment je fais? Donc on n'a pas forcément les moyens financiers, on a certainement un voisin ou une voisine qui peuvent nous aider. Alors c'est de faire des choix et de faire des compromis par rapport, oui, ce soir j'ai pas lu l'histoire à mes enfants. Est-ce qu'ils vont mourir pour autant? Non. En fait, non. C'est peut-être qu'ils n'auront pas eu d'histoire, peut-être que c'est leur papa qui va leur lire une histoire, et c'est OK. Et oui, j'ai pas envoyé le contrat demain, aujourd'hui à l'heure que je voulais. Oui, je le reverrai plus tard. En fait, je pense qu'il y a un côté d'accepter, relativiser et accepter qu'on fait ce qu'on peut. En fait, c'est toujours, je pense que ce qui est important, c'est toujours de faire le mieux qu'on peut. Et ça, c'est vraiment un des principes. Et c'est ça, en fait, c'est faire le mieux qu'on peut et pas faire de suppositions sur quoi que ce soit. Il ne faut pas prendre les choses personnellement, en fait. Enfin, je sais pas, c'est vraiment essayer de dire, oui, c'est comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Et accepter ses décisions aussi, peut-être. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, est-ce qu'une façon de relativiser, et là je pense à l'exemple de Corinne, c'est pas de faire un peu, enfin en tout cas d'élargir quand on peut, hein, quand on en a un petit peu le temps, justement élargir son spectre d'activité. Parce qu'on le disait au début, vous occupez de l'opéra, enfin du Dutch National Opera and Ballet, vous faites de la philanthropie. Donc voilà, est-ce qu'une solution, si on en a la volonté, l'énergie, parce que ça prend de l'énergie et du temps, c'est pas aussi quelque part de se faire plaisir, de diversifier ses activités et d'identifier vraiment ce qui nous rend heureux sur les petites plages horaires justement qu'on peut préserver pour soi?
Oui, mais alors il faut être aussi réaliste, hein. Moi, je suis arrivée à ce stade de ma vie, hein, donc vous, vous êtes jeune, vous avez Quelques temps. encore des enfants petits probablement. Moi, mes enfants ont quitté la maison, hein, ils ont 24 et 25 ans, ils travaillent même, ils ont fini leurs études. Donc, je suis dans une logique complètement différente. J'aurais jamais pu, lorsque la société était en croissance entre les enfants, l'expatriation, j'avais pas vraiment d'aide familiale, donc bon, c'était la crèche, c'était la course, c'était l'école, et puis une société en pleine croissance, ça me suffisait largement. Donc j'ai mis pas mal de choses en parenthèse sans que ça me manque, notamment les amis, etc. C'est vrai, c'est incroyable comme vos amis, ils vous attendent pendant 20 ans, en fait, ils sont toujours là, mais c'est vrai que bon, il y a eu, Vrais amis. on peut pas tout faire. Et je pense qu'il faut aussi se faire une raison. Alors maintenant, c'est vrai que depuis que bon, la société est beaucoup plus grosse, maintenant j'ai des équipes autour de moi et puis j'ai plus de temps pour m'investir sur des choses qui me plaisent. Mais bon, je vais avoir 57 ans cette année. C'est complètement, c'est une période de ma vie qui est différente où je peux me consacrer à des choses différentes. Et puis c'est vrai que on arrive, on veut faire partie, on veut faire partager l'expérience qu'on a eue. C'est aussi pour ça que j'ai pris des boards. Je suis aussi au board de Takeaway, Just Eat Takeaway. C'est des choses qu'on peut faire qu'à certains moments de sa carrière. Donc, je pense qu'il ne faut pas essayer de brûler les étapes parce qu'autrement, il faut rester assez focus. Pas s'éparpiller, j'entends, voilà, pas trop en vouloir. Je pense quand même, mais je pense que ça rejoint quand même vos propos, que c'est important, quelles que soient les étapes auxquelles on en est, quel que soit son âge, de jamais perdre de vue quand même ce qui nous rend heureux, de jamais aussi trouver du temps pour soi, et ça peut être des sportives, des activités, une passion. Oui, il faut trouver un équilibre, mais je pense qu'il ne faut pas essayer, on parlait d'être parfait. Il y a un moment aussi, il faut arriver à gérer, et pas tout faire non plus. Et je pense que, surtout quand les enfants sont petits, qu'on a un travail prenant, je pense que toutes les femmes qui ont des postes de responsabilité ne peuvent assumer ces responsabilités parce qu'elles ont de l'énergie dans leur travail. Autrement, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un job à haute responsabilité et en même temps de pas aimer ce qu'on fait parce qu'autrement, c'est vraiment un sacrifice énorme, je pense. Donc, j'espère que, en tout cas, c'est mon cas, c'est que j'ai géré ma carrière et j'ai fait des choses, j'ai travaillé avec des gens que j'aime beaucoup, que je respecte, une stimulation intellectuelle. C'est ça qui fait qu'on a un équilibre. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver du temps. Moi, je veux bien, les gens qui se disent, moi, je me lève à 5 heures, je fais du pilates, et puis après, moi, je dors le matin parce qu'autrement, il me faut 8 heures par nuit, puis l'heure de sommeil, c'est important. Il faut s'écouter. Il faut arrêter quoi, de dire on n'est pas Superwoman non plus, ou Superman d'ailleurs, parce que pour les hommes, c'est pareil. Je pense qu'on fait des choix et voilà, je pense qu'il faut essayer de pas trop, il faut essayer de s'écouter aussi, de savoir comment on peut gérer le stress, parce que bon, poste à responsabilité, ne l'oublions pas, du stress, hein. Bien sûr. On manage des équipes dans des conditions difficiles. Alors, chez un entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Dans une banque, il y a des périodes de pandémie, il y a des périodes de hauts et des bas, de gestion de différentes. Et bon, il faut s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'on est sur son BlackBerry quand on donne le bain. Et bien sûr qu'on amène ses problèmes à la maison et bien sûr qu'on y réfléchit, même si on essaye de faire vite pendant le week-end. Donc, je pense qu'il faut essayer faire à sa mesure. Ouais, mais faut pas essayer de trop en faire. Il y a des moments de la vie, moi qui suis un petit peu plus vieille, je vois qu'il y a des moments où on peut. Déjà d'avoir amené ses enfants. Ça peut être une forme de réponse, de séquencer. Parce que quand on est pas dans le creux de la vague, parce que justement, si l'objectif c'est de s'épanouir dans son travail, on ne le vit pas comme une souffrance, mais c'est quand même beaucoup de temps. Moi, je revois en effet mes mois à l'Élysée où j'étais en explosion de travail. Il y a très très peu de bandes passantes pour faire autre chose. Ça, c'est un réalisme que vous avez exposé qui est extrêmement vrai. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, là, c'est la priorité, mais pour autant, il y aura d'autres moments où je lèverai un peu plus le pied, où j'aurai plus de temps pour… Et c'est peut-être intéressant, en tout cas, il y a sans doute une source de soulagement de se dire
il y aura d'autres moments. Là, je vis à fond parce que c'est exceptionnel et puis je m'organiserai. L'important, c'est aussi sans doute aussi de l'organisation, c'est-à-dire pour éviter de se sentir dépassé, s'organiser au jour le jour et puis en se projetant dans le temps et en sachant qu'il y aura des horizons plus calmes. Peut-être avant leur tour là encore, mais un tout petit point, je voulais vraiment avoir votre avis. Est-ce que les unes ou les autres, vous avez eu des modèles de femmes fortes qui vous ont inspiré, qui vous ont voilà, donné envie de lancer des grandes choses? Parce que je pense que la représentation, en tout cas, des femmes à des postes importants, la représentativité, c'est un formidable accélérateur vers l'égalité. C'est ce qui fait aussi qu'on se dit, ah mais si, elle l'a fait, pourquoi pas moi? Et ça tracte tout le monde comme ça. Est-ce que vous avez eu récemment ou il y a longtemps hein, ce type de role model, comme on dit en mauvais anglais? Qui veut se lancer? Allez-y. De mon côté, je vais pas avoir forcément des modèles complètement parfaits déjà parce que je connais pas forcément leur vie perso et donc je sais pas, j'ai pas la vision complète du modèle. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu quand même la chance, je pense, ma génération, d'avoir beaucoup de femmes qui ont déjà fait le boulot avant nous. Il y a énormément de femmes qui sont maintenant à des postes comme le poste qu'a atteint Corinne, et il y en avait avant, mais ces personnes qui ont montré que il y avait pas de stéréotypes à avoir, qu'une femme, oui, ça sait manager, ça sait l'idée, qu'une femme sait faire le job, et donc toutes ces femmes qui ont quelque part subi pour beaucoup d'entre elles peut-être des discriminations à leur époque ou à leur moment de vie où elles ont fait ce travail-là, elles l'ont fait pour nous et ça nous rend notre vie à nous beaucoup plus facile. Et c'est vrai que des exemples, c'est facile de parler de maman parce que voilà, j'y suis tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs postes à responsabilité qui sont tenus par des femmes que je respecte, qui ont des belles carrières, qui ont fait avancer des choses, qui ont des bonnes idées et qui, oui, qui sont un exemple pour tous les new joiners qu'on va avoir chez nous, qui vont regarder ça et se dire, oui, c'est possible. Elle est très loin d'un point de vue hiérarchique, mais oui, c'est possible, je peux le faire. Donc oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et heureusement. Et merci à elle d'ailleurs. Marie, ce serait peut-être intéressant aussi que vous nous parliez de votre expérience dans le monde de la diplomatie, le monde ô combien masculin. C'est peut-être... oui, merci. J'en ai dit des mots un peu, en tout cas de mon ressenti et de mes perceptions en réagissant à toutes les interventions de nos panélistes. C'est vrai que la diplomatie, historiquement, c'était l'ambassadeur homme hein, qui partait avec sa famille. L'ambassadrice, d'ailleurs, ça n'était pas madame, ça c'était l'épouse de l'ambassadeur. Donc, on partait de loin, mais très clairement, il y a un virage qui est aussi pris, hein, qui est celui que décrit Florence, que décrit Corinne. C'est pas forcément toujours suffisant, mais il y a quand même énormément, en tout cas, d'ambition et d'attente pour que des femmes soient nommées de plus en plus ambassadrices, pour allier évidemment la vie privée avec la vie professionnelle, essayer d'appuyer le travail du conjoint pour que ce soit moins difficile. Donc je fais partie, je pense aussi, de ces nouveaux visages qui essaient d'incarner une diplomatie voilà, dynamique et féministe. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense, je fais partie des générations qui continuent de défricher, et à la fois, je bénéficie aussi de voilà, cet espace qui s'ouvre. C'est sûr que sur le Moyen-Orient, notamment, quand j'étais au Conseil de sécurité avec voilà, des négociateurs, des diplomates russes de 20 ans de plus que moi pour négocier sur des pays ravagés par les conflits. Bon, il fallait faire ce travail mental qu'on a évoqué à plusieurs reprises tout ensemble, de dire je suis à ma place, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment une question de mindset et comment dirais-je, d'autoconviction que de mettre de côté ses propres syndromes d'imposture ou d'impression de voilà, de pas être à la hauteur pour se dire si j'ai été choisie là, c'est que je suis légitime et voilà, j'y vais, j'avance. Donc, pour vous répondre, ça a été vraiment une expérience, enfin, c'est un processus itératif, hein, chaque année, chaque poste. On arrive aussi à avoir de nouvelles cordes à son arc, à dépasser parfois certaines de ses peurs. Vraiment, je trouve mettre derrière soi la peur, c'est un des premiers travaux, je pense, pour que vraiment les femmes arrivent à explorer totalement leur potentiel. Mais je pense que le ministère, en tout cas la diplomatie française de manière générale,
accompagne ce travail et donc nous aide à y parvenir. Alors moi, j'auto-réponds à la question que j'ai posée sur les rôles modèles, bien sûr. On en a toutes dans notre entourage. Moi, il y a beaucoup de femmes ambassadrices qui m'ont vraiment énormément inspirée, enfin, qui m'ont fait me dire c'est fabuleux, elles y parviennent, donc c'est génial. Il y a aussi des figures évidemment féministes, mais que Florence évoquait, toutes ces femmes qui ont fait le travail avant nous, de Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, même avec sa déclaration des droits des femmes il y a quelques siècles. Donc tout ça, c'est notre bagage collectif, je trouve, dont il faut vraiment jamais, ne jamais, enfin, en abuser et ne jamais se dire qu'on n'en a pas assez. Au contraire, je trouve utile de lire sur tous ces modèles, de se baigner dans ce qui nous inspire et dans les rôles de ces femmes qui sont exceptionnels. Donc voilà un petit peu de mon côté. Peut-être un tout petit dernier point sur... Enfin, je laisse peut-être les autres aussi rebondir sur les rôles de femmes. J'avais Florence ? juste un moment, une anecdote à partager que j'avais beaucoup aimé. C'était à Montréal, donc il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi, où j'ai assisté à plusieurs événements la même année avec donc l'ambassadrice de France au Canada et l'ambassadrice du Canada en France. Karine Rispal, qui oui. partageaient la scène avec la consul de Montréal qui animait aussi les événements. Et c'était juste fantastique parce qu'effectivement, elles font partie voilà, de cette belle génération qui est en train de faire évoluer les choses et de montrer que c'est possible. Et d'avoir les deux en même temps, c'était assez unique. C'était sympa. Absolument. Mais c'est... Bravo, bravo à elle. Alors, est-ce que sur ce point, il y a une dernière inspiration ou sinon j'avais un tout dernier point à vous poser sur un tout petit peu de manière concrète. La préservation de la vie familiale, c'est aussi l'expérience locale et du coup, si vous aviez un mini témoignage sur voilà, votre expérience des crèches, un peu des écoles, des services d'aide, à mon avis, il sera le bienvenu pour celles qui nous écoutent et qui sont là depuis peu de temps. Peut-être un petit mot, Florence, sur ce volet-là, comment vous avez, parce que c'était récemment, comment vous avez réussi, vous, à vous intégrer dans ce volet-là? Déjà, on l'a déjà dit, hein, mais il faut savoir se faire aider et pour ça, les réseaux sociaux sont quand même super pratiques, hein, ne serait-ce que d'obtenir des opinions sur les écoles, sur les services de garde. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver, on est déjà dans un processus de compréhension du modèle néerlandais et donc de ce qui va être disponible. Donc ça, c'est un super avantage, je pense, du réseau francophone en fait des Pays-Bas et d'Amsterdam en particulier, avec beaucoup d'entraide aussi auprès des écoles. Alors, comme nous, on est en mouvement, on a choisi encore le système français, donc on a remis nos enfants dans l'école française en l'occurrence. L'école française d'Amsterdam, il faut quand même dire ce qui est un peu petite, ce qui fait que ça manque de tout ce qu'il pourrait y avoir autour qu'on a eu la chance d'avoir par exemple à Montréal et qui aide énormément les familles en expatriation. Parce qu'à l'inverse de la France où on va envoyer nos écoles souvent dans l'école qui est à côté de chez nous, en tout cas pas très loin, donc ça gère plus facilement la logistique. Il y a aussi la garde avant, après l'école. Donc il y a quand même un système autour de l'école qui nous permet quand même d'arriver à gérer des horaires un peu plus français qui sont malheureusement les horaires que j'ai avec mon mari déjà depuis certaines années. Donc, quand on est arrivé au Canada, on avait pas mal d'aide autour de l'école. Ici, ça nous a manqué. C'est-à-dire que ça repose complètement sur l'engagement des familles, qui sont d'ailleurs magnifiques, hein, parce qu'il y a plein de familles qui font bouger les choses et qui font le lien avec l'école, qui mettent en place des activités. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir ces personnes-là qui s'engagent à ce point-là. Mais c'est quand même triste pour une place comme Amsterdam de pas avoir une solution, je dirais pas clé en main, faut pas exagérer, mais quelque chose qui puisse vraiment aider du début de la journée jusqu'à la fin de la journée les parents, j'ai envie de dire. Et donc, on se retourne très vite vers les étudiants, ce qui a été notre cas. Et en l'occurrence, on en est très content. On est à notre deuxième étudiante qui nous aide. Ça demande plus de flexibilité parce que l'étudiante n'est pas dispo tout le temps, elle peut avoir un examen, quoi que ce soit, qui fait que certains jonglent avec plusieurs étudiants pour les aider. Nous, pour l'instant, on essaye de dealer avec. Donc, avec le Covid, on a la chance de pouvoir travailler plus souvent à la maison. Là, ça se voit, je suis au bureau, mais c'est assez exceptionnel. Normalement, je travaille de la maison et donc voilà, il faut faire un saut pour aller chercher les enfants. Bon, on va arranger l'agenda et puis on va le faire et puis on va aller chercher les enfants puis on va gérer. Et puis, donc, je pense que effectivement, la crise Covid a permis de nous obliger à créer une flexibilité qu'on n'avait pas avant et puis simplement une acceptation de tout le monde. C'est juste normal qu'on ait à faire ça parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la crise. Et puis, je pense que derrière, ça va rentrer plus dans les mœurs et ça va nous permettre de gérer plus facilement en fait
ces incertitudes un peu avec les écoles. Donc, Corinne le mentionnait tout à l'heure, on a la nouvelle école française qui est en train d'ouvrir. Franchement, je leur souhaite et je nous souhaite beaucoup de succès pour cette école, pour qu'on puisse avoir un panel complet du nombre plutôt des classes et donc du programme français qui peut être offert aux francophones. Et c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont en train d'avoir des logistiques un peu infernales pour envoyer leurs enfants à Bergen ou à La Haye, en plus de leur boulot de tous les jours. Très attendu. Voilà, il y a un moment où c'est difficilement gérable. Donc je nous souhaite à tous que ça fonctionne bien, cette école. Ça sera bénéfique à tous. Ça a l'air bien parti, j'espère. Ouais, bon, parfait. Mais non, merci pour ce petit point. Il y aura peut-être des questions sur le sujet, mais très concret, justement, de l'organisation des crèches et des écoles qui est très différente ici, vous le disiez. Je vais passer la parole à Emmanuel pour nous soumettre les questions des uns et des autres qui sont normalement arrivés par le chat. Donc, Emmanuel, je vous donne la parole et puis sentez-vous libre chacune de rebondir si les questions ne sont pas nominatives. Oui, plusieurs questions autour du comment favoriser le mentoring, passer du networking au mentoring qui est quand même plus soutenu, plus dirigé, et donc des questions plutôt vers Sylvie et Anne sur voilà, des recommandations sur de réseaux ou d'événements que vous pourriez recommander ou comment voilà, stimuler son réseau et se trouver des mentors. Donc ça, c'est une première question, peut-être plus pour voilà, à nous, Sylvie. Oui, c'est bon, je suis pas mieux. Alors moi, en termes du mentoring, je pense que c'est quelque chose, par exemple, chez Work in City, c'est pas quelque chose qu'on organise à proprement parler, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, si on demande à quelqu'un est-ce que tu peux me mentorer, en fait, c'est encore la même chose. Il faut demander ce qu'on veut, un peu finalement à la hollandaise, voilà, dire ben, ton profil, Florence, mon profil t'intéresse, voilà, est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus, ou Sylvie ou Corinne, ou en fait les gens que vous connaissez, je pense qu'il faut vraiment faire ça naturellement. Après, il y a d'autres assos, pas françaises, mais par exemple, moi, je fais du mentoring chez PWN, c'est un réseau international qui organise des programmes de mentoring. D'ailleurs, en fait, il me semble qu'il y a quelques années, ils venaient chez TomTom pour faire leur soirée. Ça, je trouve que c'est aussi une bonne façon. Il me semble que le coût est de 200 € pour l'année. Donc, c'est quand même relativement correct pour le temps qui est passé. Après, sur d'autres mentoring, voilà, moi, c'est les idées là qui me viennent comme ça. Je ne sais pas, Sylvie, si tu en as d'autres. Je sais que, par exemple, on a chez les ZZP, il me semble qu'il y a, peut-être que Sarah, j'ai vu qu'elle était dans le coin, elle pourra confirmer, il me semble qu'il y a aussi du mentoring. Avenir Emploi qui crée, qui organise des cafés. Emploi. Oui, le café ZZP. Mais en effet, je crois que ça commence déjà à oser demander, parce que c'est ça ce qu'on a dit déjà avant. Moi, j'ai été membre d'un réseau qui s'appelait The Young Girls Community. Et en fait, c'est une femme qui l'a créé parce que tu as le Old Boys Network et les hommes entre eux qui s'entraident, qui se donnent les postes. Et en fait, c'était aussi pour rendre conscience aux femmes, en fait, qu'on peut s'entraider aussi, que les femmes peut-être se demandent moins ou demandent moins souvent de l'aide, on en a parlé déjà, mais peut-être on se rend moins compte aussi qu'on peut faire un impact pour quelqu'un d'autre. Et je pense que ça commence vraiment par la conscience de pouvoir aider quelqu'un, aussi de pouvoir créer ou ouvrir un réseau et de oser après approcher la personne. Et on n'a même pas besoin de mettre en place un mentoring qui existe déjà, mais si on connaît quelqu'un qui est dans une certaine position qui vous intéresse, simplement demander à la personne de faire quelques sessions de coaching. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. Ça m'arrive, je fais pas mal de mentoring de jeunes femmes qui créent des entreprises.
Et, et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Les gens m'entendent parler sur quelque part, ils viennent me voir, ils me demandent sur LinkedIn, et ils vont me pinguer. Bon, alors, parfois, ils viennent parce qu'ils connaissent quelqu'un, et des fois, juste, ils me demandent. Et des fois, je dis oui parce que je vois qu'ils ont une société qui a une taille, que le type de conseil ou que mentoring que je peux leur apporter peut être utile. Et je crois qu'il faut distinguer. Alors, il y avait aussi une des questions sur les quotas, tabous. Alors, il y a trois choses. Il y a les quotas de femmes qui, on va pas revenir sur le débat, mais qui, à mon avis, aident. C'est pas la réponse à tout, mais ça aide simplement à poser le problème et à faire en sorte que les sociétés déjà se posent la question. Ce qui est rare, on a besoin de plus de femmes, déjà on va chercher. Et puis, mais pour le rôle des femmes dans l'entreprise, je pense que le mentorat, le sponsorship sont beaucoup plus appropriés à court terme. Alors le mentorat, effectivement, c'est de trouver quelqu'un, soit dans sa société, soit à l'extérieur, sur des métiers soit similaires, ou alors quelqu'un que vous avez repéré qui dit tiens, il a une expérience ou elle a une expérience qui va m'aider, parce qu'un mentor peut être aussi un homme. Et le sponsorship, c'est au sein de la société. Je dis souvent à mes jeunes femmes, et surtout mes jeunes femmes ingénieures, prenez un gars dans la boîte qui, à votre avis, que vous respectez ou que vous admirez, et allez lui demander d'être votre sponsor. Et ce qui est important, c'est que si un homme, parce que bon, en tech, ce que je disais, on a quand même, surtout quand on arrive en haut de la pyramide, on a plus d'hommes, et un homme qui va sponsoriser une femme va avoir plus tendance à l'aider dans son chemin de carrière qu'autre chose. Ce sont des trucs, en fait, mais je pense qu'il y a une bienveillance vraiment d'essayer d'aider pour les vétérans, en fait, leaders, à aider nos jeunes hommes et femmes à monter l'entreprise. Donc, le mentorat, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, il faut oser. Il faut aller, vous trouvez quelqu'un. C'est facilité quand même maintenant par les réseaux sociaux, enfin par le LinkedIn qu'évoquait Corinne, justement. Hop, il suffit d'envoyer comme ça un petit message, les barrières sautent. Il y a quand même beaucoup plus de façons. Si c'est pas déjà formalisé dans l'entreprise ou dans la structure pour laquelle la personne travaille, d'aller directement à la rencontre de quelqu'un. Alors, ils vont pas forcément répondre, mais peut-être que sur 20 personnes à qui elle va écrire, il y en aura un ou deux qui seront inspirés. Donc, à mon avis, il faut vraiment pas se censurer. Au ministère, on a une association qui s'appelle Femmes et Diplomatie, qui met en place justement des opérations de marrainage pour que les jeunes diplomates qui arrivent aient une référente ou un référent et puissent justement poser des questions qui sont celles que tout le monde se pose quand on arrive. Donc, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller le proposer aux ressources humaines en disant je trouve que ce serait intéressant dans notre structure de lancer un programme de mentorat. C'est quelques heures, c'est pas trop compliqué pour les parrains et marraines qui se lancent, et c'est très précieux pour les jeunes femmes qui arrivent. Je pense que ça leur fait gagner énormément de temps. J'en ai fait quand j'étais au Canada, et c'est le feedback qu'elle donnait, ou qu'il donnait, parce qu'il y avait aussi des hommes, peu importe, mais c'est que ces échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs années dans la boîte ou dans le métier font gagner un temps précieux, juste parce qu'on évite de se poser trop de questions, parce qu'on a vu, on a entendu les expériences des autres, et ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vois même à Codam, nos étudiants, on est en train de monter, d'ailleurs si vous êtes intéressés, on est en train de monter un programme de mentorat pour les étudiants de Codam, surtout pour les étudiants, pour les aider à arriver dans le monde du travail. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et en fait, il y a tellement de jobs possibles. Les conseillers d'orientation dans les lycées sont complètement, ou les universités, c'est plus du tout un need from the tight, comme on dit en néerlandais. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment ce rôle de mentorat, c'est vraiment quelque chose à développer. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent et dans le panel, lorsqu'on peut, c'est une façon de rendre en fait qui est assez agréable, toujours de faire partager son expérience et d'aider quelqu'un. Et je pense que c'est très, très, très efficace. Je sais que Emmanuel Macron est un grand fan, puisque j'ai un ami qui a monté une NGO qui s'appelle Article 1 et Fratelli. Et en fait, ils font du mentorat pour aider les jeunes des banlieues à être mentorés par justement qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas les connaissances de certains métiers. Il y a tout un programme de mentorat qui a été monté depuis des années. Je crois que le gouvernement français est en train de mettre beaucoup de fonds là-dessus. Donc, le mentorat, c'est génial.
Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres volets, Emmanuel? Non, juste aussi rapidement, par rapport au programme d'événements, etc., regardez naturellement souvent le site de l'ambassade, le site de la CCI France-Pays-Bas, le site du consulat, où nous relayons naturellement des événements C'est qui important de peuvent le parfois rappeler. vous intéresser. Peut-être pour ajouter, Emmanuel, on a le 18 mars pour la journée de la francophonie. On a toute une journée où on met en avant donc la langue française. C'est surtout aussi pour les francophones qui n'ont pas le français comme première langue pour apprendre, pour améliorer leur français. Mais on a aussi un atelier sur le marché du travail. Donc pour ceux qui ont envie encore de voir comment ils peuvent utiliser le français dans le monde du travail, inscrivez-vous pour cet atelier le 18 mars. Bah, voilà. Super. Le message est lancé. Et pour Walk in the City, également, on fait des événements mensuels, donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook. Yes. Il y a aussi la page sur le site du consulat, les réseaux pour vous aider, qui relaie donc un certain nombre de réseaux, dont aussi donc Avenir Emploi. Nous en parlions avec Sarah d'ailleurs, amie, qu'effectivement, ils ont organisé dans les cafés ZZP justement ce système pour rencontrer des mentors. Il y a beaucoup de questions en fait, de réactions, je dirais, sur comment gérer vie professionnelle, vie familiale. Peut-on vraiment tout réussir? Mais à la limite, vous avez déjà abordé chacune quand même un petit peu vos approches. Il y avait une question de mesdames. Est-ce que vos époux ont pu à un moment être un frein à votre développement personnel? Ou je dirais au contraire, j'ai presque l'impression dans les discussions que vous avez plutôt bénéficié justement de dynamiques de couple riches. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est vos réactions juste rapidement sur cette question, mesdames? C'est une question d'un monsieur. Je peux juste commencer parce que j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Alors, je ne veux pas trop lui envoyer des fleurs tout le temps, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai la chance d'avoir dans mon couple un vrai binôme sur ces sujets-là et aussi par le fait qu'il a une carrière différente de la mienne dans un métier différent, une industrie différente quelque part et aussi qu'il est néerlandais, donc beaucoup plus direct, donc une capacité à se vendre différente peut-être d'une française en tout cas. Un peu ce côté coaching, ce côté entraide qu'on peut avoir, sans pour autant s'étaler sur notre vie pro parce qu'on n'y passe pas des heures, mais vraiment, oui, ce côté entraide mutuelle sur la partie professionnelle. Et puis, juste pour arriver à gérer l'équilibre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut que les deux puissent s'épanouir partout, il faut accepter qu'il y en ait un qui aille courir tôt le matin quand l'autre va aller faire son jogging plutôt en fin de journée, et puis on soit obligé de rallumer l'ordinateur le soir parce que non, on n'est pas Superwoman ou Superman et que la journée de boulot n'a pas été finie parce qu'on a fait à manger et qu'on a fait les devoirs. Et c'est pas grave, et on l'accepte, et puis on passera un meilleur week-end parce qu'on passera plus de temps en famille, quoi. Donc, il faut juste accepter de laisser faire les choses, et puis comme ça, les deux peuvent arriver à profiter plus l'un de l'autre et de son expérience. Oui, moi je pense que je reviendrai sur ce que tu dis, Florence. Il y a un côté de communiquer. Si tu disais être direct, etc. Pour moi, la clé, c'est de communiquer. À partir du moment où en fait on communique plus, c'est là où en fait tout ça commence à être un problème. Et que du coup, l'autre ne comprend pas ce qui se passe, notamment dans les changements de carrière, etc. Ou quand on part à l'étranger. En fait, c'est toujours ce dialogue dans le couple, je pense, qui est clé. Absolument. J'en profite, Emmanuel, parce que je vois pas mal de petites questions sur, de femmes qui réagissent, qui apportent leur témoignage sur le fait qu'elles n'ont pas systématiquement été soutenues, elles, par les autres femmes, par leurs consoeurs dans leur vie professionnelle. Je pense évidemment pas de généralisation possible, mais c'est vrai que ça peut être un phénomène assez structurel qui s'explique peut-être par le fait précisément que des femmes qui ont eu l'impression de devoir galérer, si vous me permettez l'expression, pour avancer, ne vont pas forcément avoir l'énergie, la ressource intérieure pour elles-mêmes se tourner vers les autres. Je pense que la façon d'en sortir, c'est d'incarner soi ce qu'on a envie de voir chez les autres. C'est-à-dire, si on est en poste de responsabilité,
même si on est en minorité, qu'il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à aider leurs consoeurs, et parce qu'on même faire la démarche, comme Corinne le disait, d'aller faire du mentoring, d'aller voir les femmes plus jeunes pour leur tendre la main. Et puis, si on est en position justement d'attente de mentoring, ne pas hésiter à tenter. On n'a rien à perdre, exactement comme le disait Corinne. Peut-être que ça ne prendra pas, peut-être que, là encore, certaines manqueront de solidarité, mais je pense, en tout cas, je l'ai vécu dans les 10-15 dernières années de ma carrière, de mon expérience, on finit toujours par trouver des femmes qui sont prêtes justement à tendre la main et à se rappeler ce par quoi elles sont passées, et puis qui sont aussi heureuses et honorées de partager leur carrière. Donc, à mon avis, il y en aura de plus en plus, c'est déjà le premier message d'espoir. Je pense que l'intégration de l'importance du corporatisme, de l'importance de se serrer les coudes, va de plus en plus infuser dans nos sociétés. Et puis jusqu'à ce que voilà, on en soit toutes là, il faut commencer par soi et par montrer l'exemple. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions là-dessus, sur une note d'espoir. Mais à mon avis, c'est la seule façon. Il y a le fameux hein, de Madeleine Albright. There's a very special place in hell for women who don't help other women. So, Exactement. Alors, est-ce qu'on a débordé un tout petit peu sur notre créneau prévu? Donc, je vous prie de m'en excuser par avance. Et je demande à Emmanuel s'il y a des derniers volets. On n'aura forcément pas pu tout traiter dans les questions peut-être qui nous ont été transmises. Non, beaucoup de questions sur, voilà, peut-on vraiment faire carrière en allant récupérer les enfants à 18h30 ou en gérant, voilà, ou avec un temps partiel, en fait. C'est vrai que, bon, ça a été évoqué aussi à un moment, aux Pays-Bas, on passe plus facilement au temps partiel, mais effectivement, est-ce que c'est un frein à la carrière? Donc, à un moment, on est quand même confronté à ce choix, quoi. Peut-on vraiment, donc c'était une autre question qui avait été posée, peut-on vraiment tout réussir? Voilà. Mais on a aussi des exemples. Je pense qu'il faut ne pas vouloir tout réussir. C'est ça, je crois aussi. Est-ce que tout réussir, personne ne peut tout réussir. Donc, ça commence déjà par accepter qu'on ne peut pas tout réussir. Et je crois qu'en effet, même si le temps partiel est accepté aux Pays-Bas, il y a certains postes qui exigent quand même un temps plein pour vraiment pouvoir faire le poste. D'un autre côté, je crois aux Pays-Bas, on a d'autres horaires qu'en France. Je pense à Paris, on rentre à 21h, c'est normal. Aux Pays-Bas, on rentre plus tôt. Donc, je pense que c'est peut-être encore plus facile de faire sa carrière aux Pays-Bas parce que c'est accepté d'avoir une balance vie privée et vie professionnelle. Même pour les hommes? Oui, absolument, même pour les hommes. Au bureau, il n'y a plus personne à 5h30 le soir. Mais je pense qu'il faut aussi la réussite. On a chacune notre définition de la réussite. Hein. La réussite, c'est pas forcément d'être. Enfin, je pense que il faut déjà, je pense que la chose qu'on peut faire les unes femmes les unes par rapport aux autres, c'est de ne pas se juger sur les choix qu'on a faits. Parce que de toute façon, quels que soient les choix qu'on a faits, il y aura toujours quelqu'un pour dire que on travaille trop, on est mauvaise mère, ou on travaille pas. Ou on sera toujours la cible de quelqu'un. Donc, je pense d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire nous, d'avoir nos propres critères de réussite, ce sera déjà pas mal. Et puis, au moins, on aura au moins rempli les critères de satisfaction de quelqu'un, de nous-mêmes. Et je pense que il faut pas se mettre la pression trop non plus, essayer de rentrer dans les cas dans lesquels on a essayé de nous caser depuis qu'on est tout petit. Il faut essayer de faire des choses qui nous donnent de l'énergie, qui répondent à nos attentes. Et puis surtout, quand on a la chance d'avoir une indépendance financière, c'est aussi important. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le choix. Donc, il faut voir tout ça dans ce cadre-là et puis se dire que on parlait tout à l'heure il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de choses avant nous. Moi, quand je suis née en 64, ma mère n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque ou de travailler sans l'accord de mon père. On a quand même bien évolué. Alors, je sais que je suis vieille, mais enfin, c'est quand même pas si vieux que ça. Et donc, il y a quand même, quand on voit toutes les lois qui sont passées, toute la façon, les lois sur l'avortement, etc. Enfin, il y a énormément de progrès et je pense que chacun dans nos métiers ou dans nos passions différentes, on fait avancer un petit peu les choses. Et ça, c'est déjà très important.
Donc, je pense qu'il faut Moi, se mettre la j'ai pression. envie que ce soit le mot de la fin, Oui. parce que c'était très inspirant et tout est dit. On a chacune notre propre définition de la réussite. L'important, c'est à la fois se connaître, de ne pas se mettre trop la pression et de s'entraider. Je trouve que, en tout cas, la chaleur humaine qui s'est dégagée de nos échanges ce soir montre que justement les femmes peuvent et doivent continuer de s'entraider. En tout cas, moi, j'ai été très touchée par vos témoignages, voilà, vous avez vraiment toutes joué le jeu, accepté de nous rejoindre. Donc, j'en suis vraiment très, très heureuse. Je suis désolée, encore une fois, qu'on ait débordé un tout petit peu. Ça n'est pas très néerlandais de notre part. Mais ça valait le coup, surtout pour entendre ces derniers mots de vous toutes et puis voir vos sourires. Donc, voilà, je vous propose que on se libère. Mais un grand, grand, grand merci encore à toutes nos auditrices, nos auditeurs, à ceux qui ont posé des questions. J'espère qu'on a pu essayer d'y répondre et que, voilà, on n'a pas laissé trop de questions sur le côté. On pourra revoir en tout cas ce replay. Je vous salue très chaleureusement et je vous dis encore un grand, grand, grand merci et bravo pour ce que vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.